Si vous avez traîné sur internet ces dernières années, vous êtes probablement tombé sur ce type de recommandations YouTube. Des vidéos mettant en scène ce type de personnages animés qui font du stream. Eh bien, il faut savoir que ces personnes-là existent bel et bien et on les appelle des VTubers. Alors, le terme VTuber signifie virtual YouTuber et ça désigne des personnes qui font des vidéos et ou du stream avec un avatar virtuel généralement sur YouTube. À ses débuts, le VTubing était principalement centré sur cette plateforme car c'était un phénomène japonais et les Japonais consommaient leur contenu principalement dessus. Mais avec le temps, ce phénomène s'est largement répandu partout et aujourd'hui, on trouve des VTubers sur Twitch, sur TikTok et bien d'autres réseaux et surtout partout dans le monde. Le mouvement VTuber a été lancé par Kizuna Ai, considérée comme la pionnière dans ce domaine et c'est elle qui a propulsé le terme. Inspirée par le potentiel créatif qu'offrait cette nouvelle forme de divertissement, de nombreuses personnes se sont lancées dans cette aventure, parfois même en créant un business autour de ce concept. Parmi ces initiatives, une agence de VTubers s'est débarquée et c'est Hololive. Cette entreprise a révolutionné le VTubing en recrutant plusieurs talents, formant ainsi des groupes de créateurs de contenu virtuel qui divertissent leur public. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous plonger dans l'histoire fascinante et incroyable de l'agence Hololive avec leur succès et leur polémique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir à leur sujet. Allez, c'est parti! Alors tout commence avec lui, c'est Tanigo Motoaki, il est né le 10 décembre 1973, c'est un jeune entrepreneur japonais qui en 2016 bossait sur des personnages de jeux vidéo en collaboration avec Sanrio, l'entreprise derrière Hello Kitty, au sein de la société de contenu imaginaire, tout en lançant des startups à côté. Après un premier échec entrepreneurial, il fonde en juin 2016, aux côtés d'Iko Fukuda, qui deviendra le futur directeur technique de sa boîte, une entreprise appelée Covercorp. Alors à la base, Covercorp été créé pour exploiter les compétences de Tanigo en réalité augmentée et en réalité virtuelle. L'idée était de créer de nouvelles opportunités commerciales autour du développement de personnages virtuels avec la VR et l'AR. Bon, on n'était pas tout à fait encore dans le VTubing à ce stade, mais vraiment aux prémices du phénomène. Au départ, Covercorp se concentrait sur le développement de logiciels AR et VR, mais rapidement, Tanigo sentait le potentiel du développement de personnages virtuels et avec l'aide de financement d'incubateurs d'entreprises, il développe une démo de logiciel permettant la capture de mouvements d'avatars en temps réel pour des diffusions en direct sur internet. Le 18 octobre 2016, on est alors au tout début du phénomène VTuber puisque Kizuna Ai a fait ses débuts et a prononcé pour la première fois le terme VTuber. Inspiré par cette tendance et aussi par l'univers d'Atsumiku, donc l'idole virtuelle célèbre, Tanigo commence à s'y intéresser aussi. Il se dit qu'il pourrait développer des technologies au profit de ses personnages virtuels et le 7 septembre 2017, Tanigo va faire appel à une certaine Tokino Sora, une jeune personne qui avait toujours rêvé d'être idol, pour tester son fameux logiciel dans le but de faire un live sur YouTube et Nico Nico Douga. Et cela va être regardé par 13 personnes. Bon, c'était très clairement de l'expérimentation, rien de fou à ce moment-là. Mais Tanigo voit déjà une opportunité. Créer des personnages virtuels sur internet, ça le fait! En décembre 2017, il lance sa toute première audition pour recruter une nouvelle VTubeuse au sein de l'entreprise et c'est ainsi qu'on arrive à Hololive. Alors, attention, à l'époque, ce n'était pas tout à fait une agence. Hololive était d'abord une application mobile permettant de visualiser des strips de personnages virtuels grâce à la réalité augmentée. Et en 2018, l'appli subit une refonte et devient un outil de capture de mouvement uniquement avec le tracking facial pour animer ses avatars. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Roboko-san, la deuxième VTubeuse de chez Cover. Ayant un petit début de succès, l'entreprise se convertit peu à peu dans le recrutement de talents. Et c'est ainsi qu'on assiste à de nouvelles auditions pour créer une nouvelle génération de VTubers qui feront leur début entre mai et juin 2018 chez Hololive. La première génération de VTubers de Hololive est née, 5 nouvelles VTubeuses font leur apparition, marquant ainsi le début de l'ascension de l'agence Hololive. Et chacune de ces VTubeuses sont créées par la boîte. Elles ont leur propre avatar, leur propre lore, et elles doivent suivre absolument une ligne directrice imposée par Hololive pour exercer au sein de l'entreprise, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard sur les détails du fonctionnement d'Hololive. Et de fil en aiguille, une deuxième génération de VTubers fait son apparition en septembre de la même année. Ensuite,
Ensuite, un groupe spécifique au sein d'Hololive appelé Hololive Gamers, centré sur le let's play, fait son apparition. On y trouve Fubuki Shirakami de la Gen 1 qui a rejoint cette équipe, ainsi que de nouvelles VTubeuses dont une figure emblématique de l'agence comme Inugami Korone qui arrivera l'année suivante. D'ailleurs, petite anecdote, Tanigo va finir par être surnommé Yago à cause d'une de ses VTubeuses du nom de Subaru Ozora. En lisant une lettre de son PDG, elle a mal prononcé son nom et pensant qu'elle ne pouvait pas utiliser son vrai nom, elle a donc décidé de l'appeler Yago. Alors, ça lui avait plu et il a trouvé que c'était plus simple de l'appeler comme ça, du coup il a gardé ce pseudonyme. Bref, au fil du temps, une nouvelle génération de VTubers voit le jour, environ tous les 6 mois au sein de Hololive, et le phénomène continue d'accroître. Nous sommes en 2019 et le phénomène des VTubers s'installe solidement au Japon. C'est devenu populaire grâce à des figures notables comme Kizudai, mais aussi grâce aux talents de chez Hololive comme Tokino Sora, Minato Aqua, Fubuki Shirakami et bien d'autres. Un concurrent à Hololive fait son apparition en 2018 du nom de Niji Sanji qui joue à peu près sur le même terrain qu'Hololive. Mais un truc assez marrant se passe, c'est que les VTubers de Hololive commencent à être mis en avant au Japon, mais aussi à l'extérieur du territoire nippon grâce à des clips de stream qui se multiplient sur YouTube. Et ces clips, il faut savoir qu'ils ont été souvent traduits en anglais, permettant à Hololive de toucher un public international. À ce moment-là, les streams de gameplay sont très populaires chez les VTubers, et des mèmes autour de ces personnages virtuels commençaient à envahir Internet. À ce moment-là, Hololive avait clairement le vent en poupe, au point de vouloir s'étendre sur le marché chinois. En 2019, l'entreprise signe un contrat avec Bilibili, l'équivalent de YouTube en Chine, pour ouvrir plusieurs chaînes de streaming. Ils travaillent aussi avec des bénévoles chinois qui traduisent leurs vidéos. Les débuts sur le marché chinois commencent officiellement le 17 mai 2019. Désormais, il y a des auditions non seulement pour le Japon, mais aussi pour la Chine, et une nouvelle filiale chinoise voit même le jour du nom de Hololive China. Et ce n'est pas tout, de nouvelles générations de VTubers continuent toujours de sortir régulièrement, et en 2019, Holostar naît. C'est une filiale de Covercorp dédiée aux VTubers masculins, et oui, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des talents féminins, mais maintenant, place aux talents masculins. Et aussi, nous avons Cover qui lance son tout nouveau label musical du nom de Inonaka Music, avec 2 VTubeuses talentueuses en chant, Aski et Oshimashi Suisei, qui est d'ailleurs la seule VTubeuse indépendante recrutée avec son avatar, qui deviendront des figures majeures dans la musique chez Hololive. Ainsi, l'agence continue de grandir avec toujours de plus en plus de générations et de projets ambitieux. Il est clair que Hololive est très bien parti pour perdurer dans la durée. La période Covid a été un événement majeur pour tout le monde. Confinés chez eux, les gens cherchaient à se divertir, et bien qu'une grande partie de l'économie des pays était à l'arrêt, ce n'était pas du tout le cas des créateurs de contenu sur Internet. Le VTubing, lui, va gagner en autorité, notamment en dehors du Japon. Aux États-Unis, de nombreux clips de Hololive commençaient à envahir YouTube, créant ainsi une fanbase dédiée à l'agence. À ce moment-là, les anglophones découvraient de plus en plus ces VTubers, et beaucoup souhaitaient entrer dans cet univers, tandis que d'autres devenaient plus des véritables fans assidus. Hololive prenait à ce moment-là de l'ampleur au Japon et à l'international. Mais il y avait un hic. Jusqu'à présent, les talents d'Hololive parlaient exclusivement japonais, cela rendant difficile pour les anglophones de suivre leurs streams. Certains regardaient les lives sans comprendre un mot, tandis que d'autres se contentaient des clips traduits par des fans. Voyant cette popularité grandissante auprès du public anglophone, Covercorp décide de passer à l'étape supérieure avec un coup de maître, s'exporter pour de bon. En avril 2020, Hololive ouvre sa filiale indonésienne, puis en septembre 2020, la fameuse filiale anglophone fait son apparition. C'est là que tout bascule. Une première génération de VTubers anglophones voit le jour sous le nom de Holomyth. 5 talents anglophones font leur début sur YouTube. Gwargura, Amelia Watson, Takadashi Kara, Inomae Inanis et Mori Calliope. Le succès était immédiat, comme si Yago savait qu'un public international les attendait. Les gens étaient ravis de voir une filiale anglophone naître et les statistiques explosaient littéralement. Pour vous donner un exemple, Gwargura devenait la première VTubeuse de l'agence à avoir atteint le million d'abonnés sur YouTube et réalise cet exploit en à peine un mois, c'était juste fou. À partir de ce moment, le VTubing commençait vraiment à se faire connaître à l'international. Beaucoup de gens s'y intéressaient et certains veulent même se lancer en tant que VTuber grâce à l'inspiration donnée par les Hololive qui d'ailleurs vont devenir des références en matière de création et de streaming en tant que VTuber. Tout semble aller pour le mieux pour Hololive, la boîte fonctionne à merveille et comme toute entreprise, Covercorp va se retrouver confronté à des difficultés et c'est ainsi que Hololive va faire face à des obstacles assez inattendus. Le début des problèmes commence.
Elle, c'est Kiryu Coco. Elle est VTubeuse de chez Hololive depuis 2019 et fait partie de la 4e génération de la firme. Kiryu Coco a une petite particularité, c'est qu'elle avait une communauté japonaise et anglophone parce qu'elle connaissait bien les cultures japonaises et américaines. Elle était une espèce d'usine à mème. Kiryu Coco était une VTubeuse, ouais, qui repoussait pas mal les limites du VTubing. Elle faisait des streams assez osés et tendancieux, hein. Bref, c'était assez olé dans ses lives. Avec ses collègues japonaises, elle les invitait dans des cours d'anglais et faisait même des reviews de shitpost Reddit avec des invités. Et pour le coup, tout roulait pour elle jusqu'à ce fameux jour. Le 24 septembre 2020, Akayato, une autre VTubeuse de Hololive, montre des statistiques YouTube en direct. Dans ces statistiques, elle dit avoir des membres de sa communauté provenant de Taïwan. Et le lendemain, Kiryu Coco fait la même chose. Et cela a créé un torrent de problèmes car comme il a été dit, Hololive avait une communauté chinoise et celle-ci n'était pas ravie d'entendre que des Taïwanais faisaient partie de leurs statistiques. Alors faisons rapidement de la géopolitique. Il faut savoir que c'est extrêmement tendu entre Taïwan et la Chine. La Chine ne reconnaît pas Taïwan comme un pays et considère ce territoire comme une province de la Chine, tandis que Taïwan se considère comme une nation indépendante. Et il faut savoir que cette situation a créé de vives tensions politiques, économiques et militaires entre les deux entités. Pour l'instant, on n'a pas eu d'invasion de la Chine vers Taïwan, mais disons que leur relation est vraiment tendue au max. Bref, revenons à notre affaire. La communauté chinoise de Hololive était très en colère, et pour calmer le jeu, Cover a décidé de suspendre les deux VTubeuses pendant 3 semaines. Parce que la colère a été vive du côté chinois, mais surtout Kiryu Coco subissait un énorme cyberharcèlement de la part de cette même communauté. Alors après ces décisions de suspension, la communauté Hololive était très partagée. Ceux qui étaient en dehors de la commune chinoise ne comprenaient pas ces décisions et avaient l'impression que l'agence était juste pliée aux exigences de la Chine. Et côté chinois, ça lâchait pas l'affaire. Dans le cas d'Akayato, elle s'était excusée pour ce qui s'est passé. Kiryu aussi, en expliquant qu'elle n'avait pas vraiment de position politique et ignorait tout du problème entre Taïwan et la Chine et qu'elle voulait juste créer du contenu pour le fun. Sauf que ça n'a pas suffi. En plus, le fait qu'elle se soit baignée dans la culture américaine, ça n'a pas vraiment aidé. Oui, la Chine n'aime pas trop l'Amérique. Autant dans le cas d'Akai, cela a été vu comme une bêtise, parce que c'était arrivé la première fois et bon, vas-y, on pardonne. Mais dans le cas de Kiryu Coco, le fait d'avoir fait la même erreur le lendemain, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Donc malgré tout ça, Kiryu s'est fait littéralement bâcher par les viewers chinois et Hololive, voyant qu'il n'arrivait pas à calmer les tensions, a pris une grande décision, fermer définitivement la FIA chinoise et abandonner ce marché. Alors il faut savoir qu'au-delà de ce que Kiryu a subi, il y a eu énormément de dommages collatéraux. Déjà durant cet incident, il y a eu plusieurs attaques sur d'autres VTubers de Hololive, au point que certains lives ont été fermés au chat. Et même les VTubeuses chinoises s'en prenaient plein la tronche. Et puis il y avait des rumeurs comme quoi certaines VTubeuses de Hololive China, dont Artia, auraient tenu des propos virulents contre Kiryu Coco et auraient participé au cyberharcèlement avec des nationalistes chinois extrémistes. Bref, ça devenait vraiment le bazar. Mais dans tous les cas, avec tout le bazar qu'il y a eu de cette affaire, autant tout laisser tomber, sinon ça allait être compliqué de tenir la pression sur le long terme. Kiryu Coco, après tout ça, a eu le mental complètement au plus bas et en juillet 2021, elle a décidé de quitter l'entreprise, disant vouloir être une superstar dans une autre vie. Et c'est ainsi que le chapitre d'Hololive avec la Chine se finit. Une autre polémique qui a eu lieu, c'est le cas d'Aurora Russia. Aurora Russia était une VTubeuse de la 3e génération d'Hololive. Elle a rejoint l'entreprise en 2018. C'était une VTubeuse à la voix douce, calme, très moée, mais pouvant devenir aussi très colérique dans certains jeux, au point qu'on lui avait attribué le surnom de Death Metal Voice quand ça arrivait. Cette VTubeuse a rapidement été repérée comme étant insécure et collante. En effet, elle cherchait souvent l'attention de ses viewers et se spécialisait dans ce qu'on appelait le girlfriend experience. En gros, elle jouait littéralement les petites amies waifu virtuelles avec ses viewers. Oui, très clairement, le côté parasocial était très accentué pendant ses lives. Alors, même si on peut critiquer sa manière de faire, il faut savoir que ça a été extrêmement rentable pour l'entreprise. À un moment donné, selon les statistiques YouTube, Aurora Russia était la YouTubeuse qui recevait le plus de super chats au monde. Alors les super chats, ce sont les dons sur YouTube. D'ailleurs, fun fact, même aujourd'hui, elle est encore classée 3e, malgré le fait qu'elle ne soit plus là depuis un bon moment, c'est vraiment dingo. Mais tout cela va prendre fin le 11 février de cette année. Pendant un live, elle reçoit une notification Discord d'un certain Mafu, un Utate très connu. Alors, un Utate, c'est principalement une personne qui fait des covers de musique, surtout des musiques de Vocaloid, J-pop, etc. Bref, dans la notif, Mafu lui dit « I finished with my stream and getting
getting ready to come home, Mi-chan. Ouais, vous vous en doutez, ça a fait jaser. Il y a eu de grosses spéculations sur le fait que Russia était en couple avec lui. Et surtout, les viewers se sont sentis trahis, car elle laissait croire qu'elle était célibataire, alors que d'après eux, c'était pas le cas. Russia et Mafu ont tenté de démentir les rumeurs, mais le mal était fait. Les viewers étaient vraiment furieux. Côté live, l'agence a réagi en expliquant qu'elle ne voulait pas interférer dans la vie privée de ses talents, et elle a aussi déclaré que Russia subissait un stress émotionnel à cause de cette calomnie et de la diffamation autour de cette affaire. Ils ont demandé au public de s'abstenir de toute désinformation ou de harcèlement supplémentaire. Mais le 24 février 2022, à la surprise générale, Hololive décide de congédier Russia. Mais alors, pourquoi? Alors d'après l'agence, elle aurait tout simplement violé son contrat. Hololive a déclaré « Il était évident depuis un certain temps qu'elle distribuait de fausses informations à des tiers et qu'elle divulguait des informations, y compris des communications concernant des questions commerciales. Au moment de son départ, Russia était la VTubeuse ayant reçu le plus de super chats au monde, avec un revenu total estimé à environ 3 millions de dollars provenant de 273 000 super chatters. En avril, sa chaîne YouTube a été mise en privé et elle comptait 1,6 million d'abonnés avant d'être fermée. Quelques temps après qu'elle soit congédiée par Hololive, Russia est retournée sous son ancien pseudonyme Mickey Neko et a affirmé qu'Hololive aurait menti sur les raisons de son licenciement, dénonçant une calomnie de leur part. Il est clair que la rupture entre Hololive et Russia s'est faite en très mauvais termes, mais la vérité dans cette histoire reste assez floue. Est-ce que Hololive a inventé cette raison pour la virer parce qu'elle devenait trop problématique, ou bien est-ce que c'est la vérité? Difficile à savoir car on a affaire à une situation de parole contre parole. Et enfin, voici l'histoire de cette VTubeuse qui a fait le séjour le plus court chez Hololive, et vous allez voir, la raison était assez triste. Mano Aloe a commencé le 15 août 2020, elle était censée être une VTubeuse de la 5e génération, sauf que elle a accidentellement montré son avatar 2D sur une plateforme appelée Tweetcasting avec l'accord de son manager, et des gens ont réussi à tomber sur cette vidéo. Elle a été suspendue pendant 2 semaines après cela. Mais alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, l'histoire est assez floue dans les détails. Mais en gros, le test qu'elle a fait sur cette plateforme était lié à un ancien compte à elle. La VOD était bien disponible dessus, mais protégée par un mot de passe, sauf que elle avait pas supprimé cette rediffusion, et des gens avaient réussi à trouver le mot de passe, et cela leur a permis d'obtenir des informations personnelles sur elle, notamment sur son ancienne identité. Elle a été doxée et on a découvert qu'elle aurait un petit ami, ce qui est dans le milieu des idoles virtuelles mal vu par certains fans. Lui aussi s'est fait harceler et Mano Aloe a nié cette histoire, mais ça n'a pas suffi à calmer les choses. Et au final, 2 semaines après sa suspension, elle a décidé de quitter la boîte, trouvant qu'il était trop difficile de garder la tête haute après tout ce qui s'est passé. Bref, comme on peut le constater, tout n'est pas toujours tout rose chez Hololive, et pourtant malgré les obstacles et les péripéties, l'entreprise se relève toujours, fait face aux problèmes, progresse et accroît son influence, que ce soit dans le monde du VTubing ou même à l'échelle mondiale. Au point qu'Hololive est certainement l'agence de VTuber la plus influente au monde. Mais du coup, question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ça marche? Eh bien, il y a plusieurs explications à cela. Alors la première explication qui pourrait avoir, c'est que le recrutement de chez Hololive est très sélectif. Dans une interview de Yago fait par Coco, par l'époque qu'elle était encore chez Hololive, le PDG dit qu'il y a 3 choses importantes pour être VTuber chez Hololive. Déjà, il faut avoir le désir de l'être, bien sûr. Il y a l'expérience qui prime pour gérer la pression durant les streams, car il y a environ 10 000 viewers selon la personne. Et surtout, il faut avoir une compétence spécifique, soit être un bon chanteur, un bon joueur, bon en art, bref, s'exprimer sur quoi on est bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hololive ne recrute pas n'importe qui. Les talents de chez Hololive sont de vrais professionnels du divertissement. Chaque VTuber possède au moins un talent artistique. En général, cela tourne autour du chant, de la danse, mais il peut s'agir aussi d'autres compétences comme le dessin ou le jeu vidéo par exemple. Même si, on va pas se mentir, savoir chanter est un gros atout si on souhaite intégrer Hololive. De plus, ces talents recrutés ont souvent une expérience dans le domaine du divertissement. Alors, certains ont déjà fait du streaming ou de la création de contenu, mais il y en a d'autres qui ont travaillé dans des métiers liés au divertissement. Deuxième explication, chaque talent a son personnage et son lore. À l'exception de Suicide, tous les talents d'Hololive incarnent un personnage avec un lore créé spécialement par l'entreprise. Cela permet une uniformisation et renforce l'aspect univers partagé des VTubers de Hololive. Cependant, être un talent chez Hololive implique de suivre certaines règles strictes. Alors c'est compliqué de connaître les règles de chez Hololive car il n'y a rien qui a été mis en public, mais on a une idée pour certaines règles. Et comme première règle, évidemment, il ne faut pas révéler son identité réelle. Le concept de VTuber repose sur l'identité virtuelle, et tout lien avec l'identité réelle peut nuire à l'entreprise. Par exemple, si un talent fait un stream où ses mains apparaissent, il faut s'assurer qu'elles ne permettent pas d'identifier la personne. Donc en général,
général, les VTubers dans ce cas-là mettent des gants. On a vu comment ça se passe quand on connaît l'identité de quelqu'un de chez Hololive, c'est catastrophique. Il faut bien sûr respecter les lois japonaises et les règles YouTube, ça c'est évident. Il faut aussi que lorsqu'il y a un nouveau VTuber qui débute ou fait un reveal d'un nouvel avatar 3D par exemple, donc c'est le fait de faire la présentation de son avatar 3D en live, les autres talents ne doivent pas streamer en même temps pour laisser toute la visibilité aux nouveaux arrivants. Et aussi, les collaborations qui sont faites avec les talents des Hololive doivent être approuvées par l'entreprise. On ne fait pas des collabs avec n'importe qui. En troisième raison qui explique le succès d'Hololive, c'est le mélange de roleplay et de personnalité authentique. Même si les talents d'Hololive incarnent des personnages avec un lore, ils ne sont pas totalement en mode full airplay, donc roleplay. Elles restent elles-mêmes mais exagèrent souvent certains aspects de leur personnalité pour le divertissement, ce qui les rend leur stream plus dynamique et plus attractif. Une autre raison, c'est que le format streaming est un atout pour renforcer le lien fort avec la communauté. Le streaming joue un rôle clé dans le succès d'Hololive. Il rapproche les talents de leur communauté et l'entreprise mise beaucoup sur cet aspect, notamment via de nombreux événements se passant sur leur stream. Alors comme type d'événement qu'on peut avoir, c'est les reveals de nouveaux outfits, donc de nouvelles tenues. Quand il y a une Hololive qui a une nouvelle tenue, c'est un événement. Il y a aussi tout ce qui est événement lié à la présentation d'avatars 3D, c'est vraiment quelque chose de fou chez eux. On a aussi les concerts en live qui peuvent se faire en live sur YouTube. On a les karaokés, des streams blabla. On a également des anniversaires qui sont fêtés. Bref, tout est fait pour entretenir une interaction constante avec les fans et pour rendre les choses dynamiques. Et au-delà de la présence virtuelle, il y a également une présence IRL de plus en plus forte. Hololive ne se limite pas au virtuel. On peut retrouver ces talents en convention. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, elles étaient présentes à la Japan Expo et on les voit surtout souvent apparaître dans des concerts à travers le monde. Cela renforce leur présence sur le marché international et leur empreinte sur tous les fronts. On va pas se mentir, mais le timing dans lequel est arrivé Hololive sur le marché des VTubers et l'impact des clips ont beaucoup boosté la visibilité des talents, surtout sur des plateformes comme YouTube. Le timing a énormément joué. Ils sont arrivés au bon moment, au début du phénomène du VTubing. Hololive a su profiter de cet essor pour imposer son influence avec une approche marketing et un contenu plus orienté sur le divertissement, surtout au moment du Covid. En autre raison, nous avons le merchandising qui joue un rôle crucial dans la fidélisation de la communauté. Hololive propose sans arrêt des produits dérivés et aussi multiplie également les collaborations allant du petit café jusqu'au parc à thème à Tokyo ou même en apparition lors de matchs de baseball. Ouais, c'est complètement fou. Un autre point qui explique la réussite d'Hololive, c'est la transparence de l'entreprise. L'accessibilité des talents Hololive ainsi que la transparence de leur PDG Yago renforce la confiance avec la communauté. D'ailleurs, il faut savoir que Yago est même devenu une sorte de mascotte pour l'entreprise. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit ça de la part d'un PDG. Et enfin, très clairement, ce qui a fait la réussite d'Hololive, c'est que le format VTuber a été très bien exploité. Les VTubers de chez Hololive mélangent la réalité et l'esthétique animée avec une touche d'idol japonaise et avec tout cela, l'agence a su exploiter ce marché à son plein potentiel, combinant des talents incroyables, du marketing intelligent, des événements réguliers et une forte interaction avec le public. En résumé, la recette du succès d'Hololive, c'est des talents de qualité, marketing bien pensé, des événements et du merchandising régulier, une interaction constante avec la communauté et avec tous ces ingrédients réunis, Hololive est l'entreprise de VTuber la plus influente au monde actuellement. Pour vous donner une idée de ce qu'est Hololive aujourd'hui, il faut savoir que l'agence a actuellement 92 talents, y compris les Holostars. Dans son ensemble, il cumule 75 millions d'abonnés sur YouTube, dont 46 qui ont dépassé le million d'abonnés. Guargura est la VTubeuse à le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube, atteignant les 4,5 millions d'abonnés environ. Et voici quelques chiffres que j'ai trouvés pour vous donner un aperçu économique. Ce sont des chiffres du deuxième trimestre 2024 et vous allez voir, c'est complètement dingo. Donc au deuxième trimestre de 2024, l'entreprise a généré 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le streaming a rapporté 13 millions d'euros. Donc le streaming, ça va être tout ce qui est revenus publicitaires, abonnements et super chat. Les concerts ont généré 7 millions d'euros. Le merchandising a rapporté 35 millions d'euros. C'est quasi la moitié du chiffre d'affaires de Hololive. Et les partenariats ont permis de récolter 9 millions d'euros. Bref, il est clair qu'Hololive est le leader mondial en matière de VTubing. Ils ont su imposer leur marque partout dans le monde. Et bien qu'il y ait leur siège social au Japon, ils se sont aussi implantés il y a peu de temps aux États-Unis. Hololive a su marquer son empreinte dans le paysage internet et a profondément influencé les codes du VTubing à l'échelle internationale. Beaucoup de gens ont découvert les VTubers grâce à Hololive et qu'on aime ou non, cette agence a réussi à rendre le VTubing plus lucratif que jamais. C'était l'histoire de l'entreprise créée par un passionné de technologie et d'idol virtuel qui a réussi à ouvrir une nouvelle porte dans le monde du divertissement d'internet. C'était l'histoire d'Hololive. Merci à tous d'avoir regardé.
réaliser cette vidéo. Ça m'a demandé énormément de travail et de recherche et franchement ça a été super chouette à la faire. C'est la première fois que je fais ce type de contenu et j'ai appris tellement de choses sur le live et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à partager ma vidéo en masse et à jeter un coup d'œil à mes autres contenus si vous venez de me découvrir et sachez que je suis également sur Twitch pour du streaming, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou là-bas. Un énorme merci à Faucon Bleu de m'avoir aidé pour le script de la vidéo. Franchement, chercher des informations sur le live, c'était à la fois simple et compliqué parce que des fois il y avait beaucoup trop d'informations éparpillées et des fois pas assez dans certains trucs et grâce à ses connaissances, j'ai pu compléter certains éléments essentiels sur cette vidéo sur le live. Du coup, un grand merci à Faucon Bleu. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et partagez-la autour de vous. Un grand merci aux contributeurs financiers Ko-fi, YouTube, ça m'aide énormément à garantir la pérennité de ma chaîne et si vous voulez y contribuer vous aussi, il y a le bouton rejoindre juste en dessous ou bien le lien Ko-fi dans la description si vous préférez le Ko-fi. C'était Poloki, la VTubeuse juste derrière son PC à observer tout ce qui se passe et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore et à bientôt. Ciao!